j'ai essayé de voir ce qui s'est passé depuis 1945, donc au cœur des rues de 1947, lorsque les cendres de l'humanité fumaient, encore du feu de la guerre, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Les nations se sont levées, meurtries mais décidées. Elles ont gravé dans le marbre de la mémoire collective une promesse. La promesse était plus jamais ça. Donc, plus jamais la guerre meurtrière dans le monde. Et cette promesse est née l'Organisation des Nations Unies, le 24 octobre 1945 à San Francisco, aux États-Unis d'Amérique. Dans la charte, à l'article 1er, elle ne jure pas seulement de maintenir la paix, mais de faire triompher la dignité humaine, de protéger les droits fondamentaux au-delà des frontières et des régimes politiques des États membres. Puis enfin, comme un chant universel, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris le 10 décembre plutôt, 1948. Non contraignante en droit, mais contraignante en conscience. L'humanité y découvrait son reflet idéal. C'est quoi exactement son reflet idéal? Créer un monde où chaque individu, sans distinction de race, possède les droits d'exister, de penser, de croire, d'aimer et de se mouvoir sans chaîne. Mais il fallait plus qu'un poème. Il fallait éditer les lois pour réaliser la promesse collective et renforcer le champ universel. En 1966, les Nations Unies adoptent deux pactes frères qui entrent en vigueur en 1976, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ces deux pactes, les droits à la vie, à un procès équitable, à l'éducation, au travail décent bien sûr, et à la santé deviennent non seulement une espérance, mais plutôt une obligation juridique. Pour surveiller ces promesses, les États ont créé des gardiens suivants. Des comités conventionnels, comme le Comité des droits de l'homme ou celui contre la torture. Des procédures spéciales avec les rapporteurs inlassables. En 2006, un conseil renouvelé, le Conseil des droits de l'homme, qui a été dicté dans la résolution 60/251, armé de l'examen périodique universel, miroir tendu à chaque État tous les 5 ans. En 1997, il y a eu naissance du Haut Commissariat aux droits de l'homme, quelques années après la conférence de Vienne de 1993, qui ordonne, alerte, soutient et agit sur le terrain. Il donne corps et voix à cette architecture souvent silencieuse. Et lorsque les États faiblissent, que le peuple entier sombre dans les flammes, le principe de la responsabilité de protéger, consacré au sommet mondial de 2005, résolution 60/1, et affirmé dans la résolution 1674 de 2006, rappelle que la souveraineté ne saurait être bouclier pour les tyrans, mais qu'il faut une promesse sans action. Le système onusien est vaste, universel, normalement légitime, et pourtant, trop souvent, il échoue là où l'humanité gémit. Quelles sont les forces du système onusien? Nous allons énumérer quelques-unes, dont une ouverture globale, des mécanismes variés, un socle juridique reconnu et accepté,
quelles sont ses failles ou ses faiblesses. Il y a une politisation aiguë, l'absence de sanctions contraignantes, des ressources financières insuffisantes, des vétos paralysants, là où l'urgence exige des actes. Ainsi, face à la guerre meurtrière, la RDC Congo meurtrie, la Syrie martyrisée, la Palestine endeuillée, ou à la Birmanie bâillonnée, les résolutions des Nations Unies, donc du Conseil de sécurité des Nations Unies, se heurtent au silence des grandes puissances. Mais alors, que faire? Pour répondre à cette question, nous allons proposer quelques perspectives et solutions. Premièrement, renforcer la capacité d'action des hauts commissariats avec un financement indépendant, pluriannuel et garanti par les États. Deuxièmement, réformer les droits de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, au moins dans les cas de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Troisièmement, harmoniser le suivi des recommandations des organes de traité, du Conseil et de l'examen périodique universel avec un mécanisme de contrôle centralisé. Quatrièmement, protéger les défenseurs des droits de l'homme, des droits humains. Je vais emprunter le terme que veut le professeur Boyoumou, le terme purement africain, les droits de l'homme, à travers un mandat spécial élargi, adopter des moyens d'intervention rapides. Et cinquièmement, éduquer, donc l'éducation. Que chaque enfant du monde apprenne que la dignité humaine est un droit, pas un privilège. Dans le deuxième point, je vais aborder les fondements normatifs du système onusien. Le cadre normatif fondateur du système des Nations Unies, des droits de l'homme plutôt des Nations Unies, c'est la charte de l'ONU de 1945. En faisant des petites recherches, une chercheur défenseur des droits de l'homme, au nom de Rosa Feldman, souligne que la force normative des mécanismes des droits humains repose d'abord sur les textes fondateurs, notamment la Charte des Nations Unies. Elle insiste sur le fait que l'ancrage des droits de l'homme ou des droits humains dans le préambule et l'article 1er de la Charte constitue un engagement politique et moral majeur, mais qui reste tributaire de l'évolution des rapports de force à l'ONU. La Déclaration universelle des droits de l'homme comme pivot symbolique reste un texte universellement respecté, mais non contraignant non plus. Et selon Friedman, non seulement un jalon normatif, mais aussi un outil diplomatique par excellence. Il a eu le mérite d'unifier les États autour d'une conférence commune, mais elle peut aussi être invoquée de manière opportuniste, sans suivi effectif. Les pactes internationaux de 1966, efficacité juridique, mais défi de mise en œuvre. Les deux pactes ont donné un caractère contraignant aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils constituent un tournant dans le processus d'institutionnalisation des droits humains dans les droits internationaux. Mais les États continuent d'instrumentaliser leurs obligations. Selon Friedman,
Le fonctionnement des organes conventionnels y contribue, notamment parce qu'ils reposent sur des rapports périodiques, souvent superficiels, et un manque de conséquences en cas de non-respect. Le mécanisme institutionnel entrevoit les limites. Elle critique la politisation grandissante des organes comme les conseils des droits de l'homme et les procédures spéciales. Elle note que ces mécanismes, censés dépasser les rivalités nationales, sont souvent mis en otage par les logiques diplomatiques conflictuelles. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, entre normalité et limite. Ces deux organes principaux de l'Organisation des Nations Unies ne contribuent pas assez à l'efficacité du système de protection des droits humains, plus particulièrement en ce qui concerne la responsabilité des protégés. Il y a un écart que nous avons constaté entre sa conception par la doctrine et sa mise en œuvre par les conseils de sécurité, notamment en cas d'urgence de veto des puissances détentrices. D'où l'appel à considérer la responsabilité de protéger davantage comme un principe politique symbolique que comme une règle contraignante. Les réformes suggérées. Le Conseil des droits de l'homme remplace la Commission des droits de l'homme afin de renforcer la crédibilité et l'efficacité du système onusien. Il compte 47 États membres, élus pour 3 ans, renouvelables une fois, et ces sessions ordinaires ont lieu 3 fois par an. Des sessions spéciales peuvent être convoquées au besoin. Et ensuite, il y a l'examen périodique universel, les cours. L'examen périodique universel, créé dans le cadre de la réforme de 2006, est un mécanisme inédit d'évaluation régulière de la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 États membres qui constituent l'ONU, tous les 4 à 5 ans. Les évaluations tiennent compte des rapports nationaux, des compilations des OHCR et des contributions de la société civile. Un dialogue constitutif conduit à des recommandations non contraires. Ce dispositif, par son approche universelle, favorise la solidarité entre États et encourage la mise en application des standards internationaux. Selon les observateurs, les coûts contribuent à la responsabilisation des États, mais des défis persistent. Faible mise en œuvre des recommandations et participation limitée de certains pays, comme le cas récent des États-Unis. Quant aux procédures spéciales, les procédures spéciales consistent en mandat individuel, dont rapporteur, expert indépendant ou collectif, groupe de travail, axé sur des thèmes spécifiques. Par exemple, sur la torture, sur les libertés fondamentales, sur la justice transitionnelle, j'en passe, ou sur les pays. Actuellement, plus de 45 mandats thématiques de 13 mandats pays sont actifs. Ces experts effectuent des missions, rédigent des rapports, émettent des recommandations et assurent la veille internationale sur les violations des droits humains. Quant au Haut Commissariat aux droits de l'homme, créé en 1997 à la suite de la conférence de Vienne de 1993,
Le Haut Commissariat constitue le pilier administratif et opérationnel du système onusien des droits humains. Placé sous l'autorité du secrétaire général, il est dirigé par le Haut Commissaire, nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ses principales fonctions comprennent la coordination et l'assistance technique auprès des États, les soutiens aux mécanismes comme les organes des traités et les procédures spéciales, les actions de terrain via des bureaux régionaux et les fonds volontaires, la production d'analyses, rapports et matériel pédagogique. Ces rôles stratégiques et essentiels pour l'efficacité du système. Cependant, il reste conditionné par les contraintes financières. Les ressources limitées peuvent affaiblir l'action de l'OHCR sur le terrain. Quant aux organes, les organes issus des traités, dont les organes conventionnels, sont des instances créées par les instruments juridiques internationaux pour veiller sur la mise en œuvre par les États parties. Les comités conventionnels, chaque pacte ou convention confie ses compétences à un comité dédié, tel que le comité des droits de l'homme, les comités contre la torture, les comités pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, entre autres, ajoutés pour les comités pour les droits des enfants, des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones. Leurs fonctions. Leur mission principale inclut l'examen des rapports périodiques soumis par les États, initial puis périodique, avec un cycle défini, comme le système prévisible de révision tous les 8 ans pour les protocoles. La réception des communications individuelles, lorsque l'État a accepté cette procédure facultative, la conduite d'enquête pays en cas de violation grave, la rédaction d'observations générales qui éclaire l'interprétation des normes du traité, non contraignantes mais hautement influentes. Ces comités sont essentiels pour garantir la responsabilité et la mise en œuvre, mais leur efficacité peut être entravée par le retard de soumission des rapports nationaux et un manque de suivi concret. Autres organes, comme l'Assemblée générale des Nations unies, restent une plateforme essentielle pour les discussions et l'élaboration des normatives des droits de l'homme. Elle adopte des résolutions, proclame des déclarations et pilote les réformes structurelles, comme celle de 2006 instituant le Conseil des droits de l'homme. Toutefois, son efficacité est limitée. Elle ne peut pas imposer des sanctions ni garantir la mise en œuvre de ces décisions. Souvent entravée par la politisation, la sélectivité dans les ciblages des États, ainsi que par des ressources insuffisantes. Qu'entendons-nous dans ce cas de la notion de la responsabilité des protégés? Fut progressivement intégrée dans les droits internationaux à partir du sommet mondial de 2005, affirmant que chaque État doit protéger ses populations des génocides, des crimes de guerre, épuration ethnique et crimes contre l'humanité. L'ONU peut intervenir collectivement lorsque l'État est incapable ou refuse de le faire. Le Conseil de sécurité, quant à lui, a affirmé ce principe dans la résolution C74 de 2006 et à travers des interventions ciblées, par exemple au Darfour, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, à Yémen. Cependant, l'application de la responsabilité de protéger peine à devenir normative. Les résolutions mentionnent souvent la responsabilité de protéger sans l'appliquer concrètement. Dans les cas comme la crise libyenne,
ont suscité des critiques du fait qu'elles sont des tournements supposés, tandis que d'autres crises, comme la Syrie et le Burundi, ont montré l'incapacité ou la réticence du Conseil de sécurité à agir face à des urgences. Cette situation illustre le dilemme entre l'obligation de protection et le principe de souveraineté, ainsi que les impacts du veto des puissances permanentes sur l'efficacité du mécanisme. Force, limite et perspective. Les dispositifs onusien des droits de l'homme se distinguent par son universalité, car il ouvre tous les États membres et propose des mécanismes polyvalents, normatifs, politiques ou techniques, la diversité de ces mécanismes, combinant les conseils politiques, les procédures spécialisées, comités juridiques, revues périodiques universelles. Son ancrage dans les droits internationaux avec des instruments normatifs comme la Charte, les pactes et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui lient juridiquement et moralement les États. Ces atouts confèrent une légitimité collective et une capacité de mobilisation globale unique. Et quelles en sont les limites? Malgré ses qualités intrinsèques, le système souffre de tensions structurelles importantes. La politisation. Les mécanismes sont souvent utilisés à des fins diplomatiques ou idéologiques au détriment d'une protection cohérente. Les crises comme celle de la bande de Gaza ou la Libye illustrent cette tension. L'absence de sanctions effectives. Les systèmes misent sur la recommandation et la diplomatie sans force coercitive juridique. Les vétos des 5 grandes puissances au Conseil de sécurité freinent les actions et des prises de décision courageuses. Troisièmement, la mise en œuvre inégale. Il y a certaines régions où les États appliquent peu les recommandations, les ressources sont insuffisantes pour le suivi, la formation ou les missions sur terrain. Ceci génère des écarts notables. Pour respecter le temps imparti, et je pense que je serai obligée de me limiter ici, en laissant le temps pour les discussions. Je vous remercie.